Jean-Marie, dirigeant Vacom La Roche. Je vais laisser ensuite la parole à Emmanuel pour se présenter, puis présenter Vacom. Ouais. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Emmanuelle Rondeau, je suis gérante de Vacom à Nantes. Alors, Vacom, c'est une structure de conseil en relations ressources humaines qui existe depuis déjà 30 ans et qui accompagne les entreprises, qu'elles soient petites, grandes et moyennes, ou grosses d'ailleurs, sur pas mal d'activités. Comme vous le voyez sur le slide, 6 activités. Donc là, vous remarquez effectivement nos différentes implantations en France. Et merci beaucoup d'être présent. Jean-Marie, je t'invite à passer peut-être le slide. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup de nous rejoindre en effet pour ce webinaire qui se veut être un webinaire avant tout de partage. Jean-Marie et moi, en cette période de crise sanitaire, vraiment se transformant pour beaucoup en crise économique, on s'interroge sur comment en fait on peut continuer à développer des pratiques commerciales responsables et éthiques sans tomber dans des erreurs de communication qui peuvent coûter cher en termes d'image interne et externe. Alors, ce qui était évident avant devient aujourd'hui impératif. Votre stratégie commerciale doit être d'autant plus en lien avec l'ADN de votre entreprise, vos valeurs internes et externes. Donc, on a voulu, avec Jean-Marie, partager des bonnes pratiques que nos clients ont mis en place. Nous allons aller très vite tous les deux, en fait, sur nos présentations et sur les bonnes pratiques parce que nous voulons vraiment qu'après cela, nous puissions être avec vous et répondre à vos questions. Sachant que vous avez pour certains posé des questions en préambule et peut-être même que vous aurez tout simplement les réponses déjà dans nos présentations. Voilà, donc on vous invite pendant notre temps d'échange avec Jean-Marie, à noter les questions que vous avez au fur et à mesure et puis de les poser juste après pour plus de fluidité et bien sûr de couper vos micros effectivement pendant ce temps de présentation. Voilà ce que je peux dire de mon côté. Jean-Marie, je te laisse la main et la suite et après je prendrai le relais. Ok. Oui, comme l'a dit Emmanuel, cette période, c'est une opportunité pour se poser, prendre le temps de se réinterroger et revisiter ses pratiques commerciales. Cette notion de prendre le temps, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible, ou parfois il y a des gens qui ont des stratégies d'évitement pour dire j'ai pas le temps. Nous, nos convictions, Emmanuel et moi, c'est que pour prendre les bonnes décisions dans des périodes délicates comme celle-ci, il est important plutôt que vous donner des recettes toutes faites, parce qu'on n'a pas de recettes toutes faites, c'est pas l'objectif du webinaire, c'est plutôt de faire un état des lieux le plus objectif possible sur votre situation. Vous posez les bonnes questions. Je vous propose donc là pour les domaines de questions à vous poser 3 focus. C'est pas un focus exhaustif, bien évidemment, mais 3 focus qui nous paraissent, Emmanuel et moi, pertinents, des questions à se poser. Alors, Emmanuel l'a dit, c'est où en êtes-vous sur vos pratiques commerciales, cette notion de stratégie commerciale. J'ai regardé un peu la liste, on n'est pas forcément aux mêmes phases de vie, et quand on parle de stratégie, c'est, moi, ma définition, c'est les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Mais on constate dans les entreprises qu'on accompagne que quand il n'y a pas de stratégie, ça peut devenir très vite anxiogène, et avec une impression parfois de se disperser, et nous rencontrons des dirigeants en TPE, en PME, de toute taille, qui n'ont pas de cap, qui n'ont pas d'objectifs commerciaux. Alors posez-vous la question sur comment définir une stratégie, comment vous faites, où est-ce que vous en êtes. Voilà, c'est une invitation importante, parce qu'on le voit, une stratégie aujourd'hui, ceux qui sortent, je dirais, le mieux de la crise, c'est ceux qui adoptent une stratégie de fidélisation. Bon, c'est vrai que quand on est dans une phase de création, on n'est pas dans les mêmes problématiques, on est plus dans les phases de prospection, on en parlera tout à l'heure, mais ceux qui sortent le plus leur épingle du jeu, ce sont ceux qui ont vraiment une stratégie de fidélisation, parce que vous le savez comme nous, la recherche d'un prospect coûte 7 fois plus cher que sa fidélisation, et aujourd'hui on s'aperçoit que le circuit d'achat de commercialisation, c'est faire du client un promoteur, parce que dans 80% des achats,
le client fait autant confiance à ses proches et à ses partenaires qu'à un commercial. On en parlera tout à l'heure. Faire confiance à un client pour un commercial, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, posez-vous la question de votre stratégie, où vous en êtes. Quel est votre positionnement en tant que dirigeant, parce que vous êtes à des tailles d'entreprise différentes, si on est indépendant, si on a des relais. Mais votre épanouissement et vos talents, c'est la priorité. Donc posez-vous la question où est-ce que vous êtes le meilleur pour vraiment créer votre stratégie, votre organisation de vos ressources en adéquation. Et également, posez-vous la question de où est-ce que vous en êtes sur votre capacité à accorder la confiance et à déléguer. Et on s'aperçoit que c'est très problématique parfois dans certaines structures où il y a un manque de confiance et de délégation dans les équipes commerciales. L'épanouissement. Et le troisième point sur lequel on attire votre attention, c'est vous interroger sur les soft skills. Tout le monde en parle. Hein. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Hein. Ça existe depuis très longtemps. Mais on s'aperçoit que 80% des recrutements aujourd'hui sont basés sur les soft skills aujourd'hui. Les soft skills, je vous donne des exemples hein, pour les commerciaux. Hein, c'est une organisation sans faille, c'est le conseil client, la créativité, l'honnêteté. Et on s'aperçoit que les services de vente à faible valeur ajoutée sont très axés soft skills. Par contre, les ventes plus techniques le sont un peu moins, mais interrogez-vous sur les soft skills dans vos pratiques managériales et également vos soft skills à vous en tant que dirigeant et manager commercial. Un point également sur l'engagement, parce qu'on parle beaucoup d'engagement et de mobilisation des commerciaux dans ces périodes. Pas toujours simple de garantir l'engagement et la mobilisation des commerciaux. Au-delà de l'adhésion aux valeurs et à la culture et à la stratégie d'entreprise, on vous invite, Emmanuel et moi, à vous interroger sur vraiment l'intérêt individuel de chacun de vos commerciaux dans vos projets pour renforcer leur implication et vraiment adapter une stratégie de management si vous avez des équipes à manager, très individualisée, surtout en cette période de crise, parce qu'on sait très bien qu'en période de danger ou de crise, la recherche de l'intérêt individuel est renforcée. Donc, posez-vous vraiment la question de quel intérêt a chaque commercial à s'intégrer à votre projet. Donc, chez Vacom, on utilise pour manager les commerciaux une carte pour vraiment adapter les bonnes stratégies relationnelles à chacun des commerciaux pour renforcer leur implication en période de croisière, mais également dans cette période de tension. Un troisième point sur lequel j'attire votre attention, c'est posez-vous la question des pratiques responsables, comme l'a dit Emmanuel. L'éthique commerciale est vraiment aujourd'hui au cœur de la performance dans la relation client. On parle beaucoup de relations et de satisfaction client. Une phrase qui ne vient pas de moi, hein, les commerciaux responsables visent à instaurer des relations ouvertes et honnêtes. Et on s'aperçoit dans ces périodes délicates que parfois on a des phénomènes de dissonance éthique. Un dissonance éthique, c'est qu'à un moment donné, que l'image renvoyée par des comportements n'est pas forcément en congruence avec les messages éthiques de l'entreprise. Donc, posez-vous la question de quel plan d'action vous mettez en œuvre pour préserver cet alignement. C'est quelque chose d'hyper important parce qu'à vouloir parfois trop rechercher la rentabilité immédiate, ça peut nuire à des effets à plus ou moins long terme. Un exemple concret, hein, la pression du management et le système de primes peuvent parfois conduire à des comportements déviants dans la relation client, mais également au sein des équipes. Donc, je vous invite à vous poser des questions sur où vous en êtes sur ces pratiques-là. Et les clients sont de plus en plus sensibles à cette notion d'engagement dans une éthique et d'engagement dans une relation de confiance. Et dernier point, est-ce que vous avez intégré dans votre stratégie commerciale la notion de qualité de vie au travail? Alors, je ne vais pas vous parler du bien-être parce qu'il y a une confusion aujourd'hui sur le bien-être, le plaisir au travail et la qualité de vie au travail. Moi, je vais vous en parler plus en termes d'organisation d'entreprise et la qualité de vie au travail en termes d'organisation commerciale. C'est posez-vous la question de vos process de commercialisation. Est-ce qu'il n'y a pas des gains, des marges de manœuvre pour limiter le stress? Posez-vous la question de l'organisation, parfois des visites de prospection. On sait très bien que l'organisation des visites, c'est un point clé pour certains commerciaux en termes de qualité de vie au travail et de performance. Moi, j'ai également des entreprises où on se pose la question aussi sur l'attribution des secteurs géographiques, parce qu'il apparaît que des secteurs géographiques trop grands, quand on a des zones géographiques, il y a une taille critique qui fait qu'à un moment donné, la rentabilité et les taux de transformation sont plus faibles. Voilà, donc je vous invite vraiment à avoir cette logique d'appréciation de l'organisation de votre entreprise en lien avec la qualité de vie au travail
qui va être de plus en plus importante dans les années à venir et qui fait de plus en plus sens et écho auprès des nouvelles générations. Voilà les petits apports que je voulais vous apporter sur des questions à vous poser. Ok, merci Jean-Marie. C'est moi qui prends le relais. Alors, hop. Donc, moi, je vais vous parler effectivement de pratiques mises en place par nos clients en ce moment, en cette période, on va dire, pas si particulière que ça que nous vivons tous, et qui portent leurs fruits et qui sont finalement pas si compliqués que ça à mettre en œuvre. Alors, un des premiers points que je voulais témoigner, c'est la notion d'hyper-proximité, autrement dit, super complicité. Ne laissez pas vos clients dans l'incertitude, dans le stress. Téléphonez-leur, prenez du temps. Ça prend beaucoup de temps, c'est vrai. Écoutez-les, prenez des nouvelles. Écoutez-les vraiment, j'ai envie de dire, rassurez-les. Et dites-leur que vous êtes là pour eux et engagez-vous. Ça, c'est sûr qu'il faut aussi s'engager. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'ont pu faire quelques-uns de nos clients. Vous irez jeter un œil sur Internet, évidemment, pour pouvoir bien confirmer tous ces éléments-là. Là, vous avez à gauche la copie d'écran d'une entreprise qui s'appelle Arligne Fitness, une entreprise de fitness, donc salle de sport, qui, durant le temps de confinement, a décidé de créer un groupe privé pour ses clients partenaires avec des animations gratuites, bien sûr, de séances de sport à distance. Ça fait un carton et ça fait un tabac. On est simplement sur des valeurs de solidarité. C'est sur Facebook et sur LinkedIn, ils continuent à échanger et à dialoguer. Vous avez l'entreprise Christens, qui est un groupe, et l'entreprise Christens France basée à Vertou, qui évidemment travaille dans le nettoyage industriel et professionnel, donc ça tombe plutôt bien, qui aujourd'hui dans son site internet, sur la partie actualité, communique justement sur les bonnes actions à mettre en œuvre. Donc en fait, continue à tenir informés ses clients sans les laisser dans l'expectative et dans le doute. Vous irez jeter aussi un œil sur internet. Autre structure, plutôt liée au magasin Ces Petits Bateaux, qui, elle, a mis en place sur son site internet une fenêtre pop-up, justement, sur où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut vous rassurer, comment on protège aussi nos salariés, comment on crée aussi, on vous communique nos valeurs aussi, ça c'est important. Donc, si vous avez bien sûr un site internet, n'hésitez pas à mettre en place des fenêtres pop-up pour justement informer vos clients d'où vous en êtes et de ce que vous faites et de ce qui peut être aussi important pour eux, tout simplement. Donc, prenez des nouvelles, valorisez votre expertise en donnant des conseils, des astuces, des photos, des success stories. Ce qu'on fait aujourd'hui avec Jean-Marie, c'est cadeau, c'est un moment que l'on prend pour nous, pour vous, ça nous fait plaisir. Donc voilà, donc pourquoi pas le dupliquer en fait, simplement dans vos entreprises. Faites témoigner votre équipe, parce que ce sont les meilleurs ambassadeurs, on va le voir après. Et puis éventuellement, voilà, ajouter une fenêtre pop-up si vous avez un site internet. Ensuite, autre point, j'ai envie de vous dire, ne vendez surtout pas. Alors c'est antinomique, mais quand je dis ne vendez pas, cultivez plutôt votre intelligence commerciale situationnelle. Jean-Marie a parlé de soft skills. On parle bien de ça en fait. Je vais vous parler d'une citation que je n'ai pas inventée. C'est Abraham Lincoln qui l'a écrit. Celui qui a une bonne idée mais ne sait pas la vendre n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Grosso modo, pour développer votre, on va dire, intelligence commerciale situationnelle, ou en tout cas celle de vos commerciaux ou la vôtre, il faut conjuguer 3 compétences qui sont essentielles. La première compétence, c'est évidemment l'expertise métier. Donc ça, si vous avez une expertise ou des expertises techniques, c'est parfait, mais il faut aussi les maîtriser. Donc, il faut aussi être compétent. On ne s'invente pas one-man show ou woman, one-man, peu importe show. C'est beaucoup de travail, de préparation. Donc, évidemment, votre expertise technique, c'est essentiel. Ensuite, en termes de compétences, vous avez besoin d'une efficience opérationnelle, c'est-à-dire de bien cibler vos marchés potentiels.
Puis ensuite, vous avez besoin effectivement de développer des compétences d'intelligence émotionnelle, de maîtriser et de cultiver les émotions. On voit parfois des commerciaux ou des managers ou des dirigeants commerciaux, comme nous pouvons l'être, très bons dans leur expertise métier, mais malheureusement, parfois, ne sachant pas créer forcément du lien avec l'autre, ni vraiment les écouter. Eh bien, je ne peux que vous inviter, évidemment, à développer ces compétences d'intelligence émotionnelle, ce qui fait que, évidemment, conjuguer, ces 3 compétences conjuguées sont le moteur de la performance, de votre performance économique, durablement, mais bien sûr de votre performance humaine aussi durablement. Dernier point que je voulais partager avec vous, c'est la notion de marque employeur et des enjeux de marque employeur. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que votre équipe commerciale ou vous-même, vous êtes votre propre ambassadeur. Vos commerciaux sont vos ambassadeurs qui inspirent confiance durablement. Les commerciaux, comme votre équipe d'ailleurs, incarnent le message clé de votre marque employeur. Alors, la marque employeur, si ça ne vous parle pas, c'est travailler votre politique RH et sociétale, la rendre visible à tous en interne et en externe, mais ça veut dire aussi s'engager. Attention, ce n'est pas du blabla. Quand je dis ce que je fais, je le fais vraiment. Dans un marché comme on le voit aujourd'hui, hein, et depuis déjà un moment, de toute façon, avant le Covid, un marché qui se tend, on va dire, à un autre rapport au travail aussi, où maintenant les commerciaux et les équipes de commerciaux choisissent l'entreprise pour laquelle ils veulent travailler, et ça ne concerne pas que les commerciaux. Des secteurs en pénurie, l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, une présence digitale forte. En fait, vous devez effectivement marquer votre singularité. Ça, c'est une évidence. Et construire votre marque employeur et l'inscrire dans une vraie stratégie de développement, c'est s'assurer qu'à un moment donné, l'ensemble de votre équipe et vos commerciaux seront de véritables ambassadeurs, seront fidèles, s'engageront, communiqueront et seront encore plus impliqués. Pour cela, vous devez travailler sur effectivement ce qu'on appelle la proposition de valeur employeur, le PVE. Ça signifie travailler sur votre plan de carrière, sur votre ambition d'entreprise, votre vision, vos valeurs, la rémunération, les avantages, les environnements. Beaucoup de nos clients travaillent aujourd'hui et ont compris qu'il fallait travailler leur marque employeur et développent ainsi une image interne et externe, mais vraiment beaucoup plus impliquante et beaucoup plus engageante, mais aussi très simplement sans mentir. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, pour ma part, j'ai fini ma présentation. Je vais vous inviter maintenant à nous poser les questions avec Jean-Marie. On va vous répondre avec plaisir, bien sûr, si on le peut, ou auquel cas, on continuera nos échanges après, seul à seul, si vous le souhaitez. Alors, avez-vous des questions ou des remarques à nous poser? Oui, bonjour Emmanuel, c'est Bénédicte à l'appareil. Bonjour Bénédicte. Moi, j'ai une petite question parce que je suis en création. Ça fait quelques mois que je suis installée et c'est vrai que le confinement, ça a été comme un refus d'obstacle d'un cheval devant un obstacle, tu vois. Le développement commercial s'est arrêté net. Et donc, moi, ma question, c'est comment je peux faire en termes de prospection pour approcher des clients que je n'ai pas encore et leur faire savoir que j'existe sans paraître opportuniste ou forcer en tout cas la relation. D'accord. Tu me poses la question à moi ou peu importe si c'est Jean-Marie ou moi qui te répondons? Ben, les deux, hein, je pense que vous êtes… Les deux. Ok. Jean-Marie, tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Ouais, moi, je peux donner un avis, mais c'est Ouais. une question parce que je sais que dans le groupe, il y a des gens indépendants, il y a des gens, les phases de vie différentes, et c'est vrai que quand on est en phase de vie de création, les problématiques de prospection sont plus flagrantes, évidemment, et se pose la question, comme je l'ai dit, d'éthique et d'image tout à l'heure, hein, de ne pas paraître dissonant, opportuniste, alors qu'il y a des opportunités. Donc, je dirais c'est de la subtilité. Moi, je parle aussi du développement de prospection indirecte
Après, je connais pas le niveau, Bénédicte, que tu as d'implication dans les réseaux. Mais moi, même en phase de vie différente, je préconise le commercial indirect, c'est-à-dire les partenaires. Il y a des partenaires qui peuvent nous prescrire, et on le voit de plus en plus, hein, ce sont les partenaires qui vont occuper de plus en plus de place dans l'achat. Aujourd'hui, 80% des achats global, hein, se font par confiance dans une relation ou quelqu'un que je connais, une entreprise que je connais, ou un partenaire, un réseau qui a une notoriété. Donc moi je dirais, dans cette période-là, c'est de focaliser sur la prospection indirecte. C'est un avis personnel, hein, parce que la prospection pure, ou vraiment d'appeler pour prendre des nouvelles, mais saisir au téléphone, moi je le vois, saisir au téléphone l'opportunité quand elle vient, mais ne pas avoir l'objectif de proposer une prestation au téléphone. De vraiment, comme a dit Emmanuel, de s'intéresser aux gens, et si l'opportunité vient, on en parle, sinon on n'en parle pas. Moi, c'est ma vision personnelle par rapport à cette notion d'éthique, hein, mais ce n'est pas une question simple, c'est pas simple en ce moment, c'est clair. Ouais. Si je peux compléter, Jean-Marie, effectivement, on pourrait s'interdire dans ce contexte-là de démarcher parce qu'on se met des freins et on se dit, mais mon Dieu, je vais les déranger. Ils sont préoccupés par leur business, c'est ce qui est tout à fait légitime. Et pour autant, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'autant plus de partager, de discuter, de dialoguer, de lâcher prise, de se dire, ben, OK, elle m'appelle, ben, ça fait du bien, et elle... Tout simplement, elle a su m'écouter, ou il a su m'écouter. Et je crois qu'aujourd'hui, se créer des relations, moi je vois avec mes clients, mes clients, évidemment, ce ne sont pas des prospects, on est d'accord, mais on a vraiment créé une relation différente, parce qu'on est tous dans le même bateau, même si nous sommes conseils en entreprise et que nous avons des expertises en la matière pour vous accompagner, nous sommes tous dans le même bateau et nous subissons tous cette situation-là. Donc, je crois que c'est dans ces moments-là qu'on a d'autant plus besoin de s'épauler. Donc, un petit coup de fil, un petit appel, simplicité, proximité, on prend des nouvelles, on s'intéresse vraiment à l'autre, en fait. Il n'y a pas de démarche de vente au départ immédiate, auquel cas ça ne marche pas et la porte se ferme. Alors, une précision aussi, je pense que pour Bénédicte, ta question, il y a aussi, moi je le vois, hein, la prospection pourrait être possible dans les entreprises. Moi, je fais la différence entre les TPE, les indépendants, les PME et les grandes entreprises. Je donne un exemple, une entreprise qui est bien assise financièrement, qui a une activité qui est peu impactée ou moins impactée par la crise. La question se pose autrement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent être intéressés à avoir le temps et leur priorité, parce qu'un dirigeant de TPE, sa priorité n'est pas la même. Alors qu'une boîte de taille plus importante, structurée, avec une assise financière et moins impactée, là, je dirais la prospection, c'est peut-être cibler aussi la prospection sur le type d'entreprise, l'activité et comment elle est impactée par le Covid. Moi, c'est mon avis et je l'ai expérimenté. J'ai fait des ventes pendant la période de confinement sur 2 prospects, mais c'était des structures assises, avec des relais, avec une structuration, avec un staff. Par contre, faire de la prospection sur une TPE, un dirigeant qui est seul ou une équipe limitée, c'est plus compliqué. Donc, il y a peut-être une réflexion sur le ciblage de la prospection. Ok, très bien. Ben, merci à tous les deux pour ces précieux conseils qui m'aident à prendre de la hauteur de vue. Merci. Merci Bénédicte. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je crois qu'il y en a dans la conversation, Emmanuel. Ah, pardon. Oui, bonjour Emmanuel, c'est Delphine. J'ai posé une question, justement. Ah, désolée, je n'avais pas vu la... Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Donc, je suis en train de prospecter en ce moment sur les adhérents là, de la FEDESAP. Et donc, je me pose la question si, quand j'ai quelqu'un au téléphone et que je le sens intéressé par la proposition que l'on fait, si je lui propose un rendez-vous physique ou si je privilégie les rendez-vous en visio. En fait, j'ai peur que ce soit malvenu si je lui propose de le rencontrer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je peux répondre si tu veux. Vas-y. J'en ai rencontré un ce matin en physique. Oui. Ça a été très bien pris parce qu'ils sont revenus travailler déjà, ils ont l'habitude. Donc moi, j'avais questionné au téléphone, hein, j'avais donné l'option, j'avais laissé la liberté. Je pense qu'il faut laisser le choix de se dire est-ce que vous voulez qu'on se voit, et lui, il avait l'habitude de voir et d'aller chez ses partenaires.
Et donc, comme on a la possibilité avec les précautions d'usage, donc c'est laisser la liberté de choisir. Moi, je préconise le physique, c'est mieux, mais c'est je dirais, aux dirigeants de choisir. D'accord, donc je lui laisse le choix en fait. Je lui dis, voilà, préférez-vous qu'on se rencontre physiquement ou qu'on fasse un rendez-vous en visio? Voilà. Moi, c'est ma position. Ok. Je valide. Ok, merci à tous les deux. Merci Delphine. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les commentaires? Il y en avait qui avaient posé des questions, je pense, avant le… Oui. Est-ce que peut-être les réponses vous ont été apportées, ceux qui avaient posé des questions? Est-ce que Roland, il est là, Roland? Ah, je ne sais pas s'il est là, Roland. Non. Il avait posé une question sur une nouvelle phase de déploiement commercial. Allez-y, hein, profitez-en, Oui, c'est cadeau, comme dit Emmanuel. Faut pas hésiter. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le commentaire ou sur les commentaires? Non, il n'y a pas de remarques? Alors, bonjour à tous, je me permets de prendre la parole. Oui. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je suis David, j'avais posé la question par rapport à la phase de prospection. Bon, vous avez quand même pas mal répondu à mes questions. Oui. Et par petit retour d'expérience sur les quelques jours de reprise, Oui. je voulais partager une expérience. On se rend compte, bon, moi je travaille dans une agence de communication, Oui. donc on est très impacté parce que c'est les budgets qui sont souvent les premiers à être coupés. On fait aussi une grosse activité sur l'organisation de séminaires à l'étranger pour nos clients. Donc, autant vous dire que c'est pas trop propice en ce moment. Ouais. Mais il s'avère que quand on arrive à avoir les bons interlocuteurs dans les sociétés qui sont installées et qui ont pas de problème ou peu de problèmes économiques en ce moment, on va dire, la relation est beaucoup plus amicale. Les gens ont beaucoup plus de temps. Tout le monde n'est pas rentré dans les sociétés, donc il y a beaucoup de télétravail encore dans notre typologie de clientèle. Et on arrive à tisser des liens, comme vous l'avez dit, un peu de confiance. Et je pense que ça dépend vraiment des typologies d'entreprises et des grosseurs d'entreprises. Mais il est vrai que voilà, les retours qu'on a sont souvent dans ce sens-là. Nous, on est l'équipe commerciale, on est 7 sur toute la France. Et on partage la même expérience. Voilà, actuellement. Ouais, c'est juste, hein, c'est pas évident, hein. De toute façon, ne nous le cachons pas, c'est pas une évidence aujourd'hui. Comme vous le dites, les budgets communication ou même les budgets formation, hein, nous sommes aussi, voilà, sont pas comme les budgets marketing, sont pas forcément les budgets qui sont les plus priorisés. Soyons sincères, dans ces contextes-là. Maintenant, véritablement, en termes de communication, par exemple, je pense qu'il y a un vrai enjeu de cohésion, de séminaire, de recréer du lien, même si peut-être comment dire, ce sera difficile de rassembler autant de monde comme on a pu le faire avant, évidemment, mais d'une manière différente. Ça demande beaucoup d'énergie, ne nous le cachons pas, hein, beaucoup de temps. Là où avant, on passait peut-être une demi-heure au téléphone avec quelqu'un, maintenant on va y passer 1 heure. Parce qu'il y a besoin de laisser aller les émotions et d'être écouté, quoi. Donc, mais moi, je suis convaincue qu'effectivement, c'est votre envie, en fait, d'être solidaire, d'avoir vraiment envie de partager et d'écouter l'autre qui fera que vous serez d'autant plus reconnu et suivi par vos clients. Moi, j'en suis convaincue. Enfin, mais ça demande effectivement de travailler des compétences, comme l'a dit Jean-Marie, de soft skills, d'intelligence commerciale situationnelle. Et on l'a pas tous, ça. Hein. Ça se développe, ça s'apprend. Ça se développe de plus en plus, mais c'est un enjeu
c'est un enjeu majeur des directeurs, des managers, des commerciaux dans les années à venir, hein, ces notions de soft skills. 80% des recrutements se font sur ces bases-là aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, vous le savez comme moi, c'est pas la compétence. On recrute trop souvent par la compétence et l'expérience, mais les gens réussissent pas par rapport à ça, ils réussissent par rapport à leur attitude, leur comportement. Et c'est d'autant plus vrai dans les métiers du commercial, où les gens, le process, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a changé. Pour un commercial, faire confiance à un commercial, les gens recherchent la confiance. Et comme je vous l'ai dit, parfois, ils font plus confiance à un proche, à la famille et à une entreprise qu'au commercial. Donc ça veut dire que les commerciaux de demain, ils devront être encore meilleurs. C'est-à-dire que leur niveau de comportement et d'attitude devrait être encore plus fort. Et c'est d'autant plus vrai dans les métiers qui sont comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les métiers hyper pointus techniques, c'est un peu différent. Où l'expertise technique prendra le dessus. Mais les métiers de service comme vous, David, vous êtes dans des métiers de service, la différence se fera dans la relation et dans la confiance. Et le mot-clé, il est là. C'est-à-dire l'intégrité, cette notion d'intégrité, cette notion d'authenticité, de savoir dire avec transparence la réalité au client. Et parfois, on le voit, des commerciaux n'osent pas, et l'assertivité, n'osent pas dire effectivement, là, on n'a pas été bon, effectivement. La partie satisfaction client va devenir de plus en plus prégnante. C'est hyper important. On le voit, la fidélisation, quand je vous disais tout à l'heure, c'est déjà de fidéliser les clients que j'avais avant la crise. Parce que pendant la crise, moi, je vois des entreprises qui perdent des clients parce qu'ils n'ont pas mis assez d'énergie à s'intéresser à leurs clients. Donc, avant de vendre, voilà, je pense qu'il y a déjà aussi quand il y a du business répétitif, hein, je ne connais pas le business répétitif dans toutes les entreprises, mais quand il y a possibilité d'avoir un business, mais il est promoteur. Même s'il n'y a pas de business répétitif, ce client, il va être promoteur. Et vous savez très bien l'effet qu'un client satisfait a sur d'autres partenaires. Voilà. Et vous savez très bien l'effet d'un client insatisfait. Donc moi, j'aurais tendance à dire que la stratégie en ce moment, c'est vraiment de la fidélisation. Il faut de la prospection, mais il faut aussi fidéliser pour qu'ils deviennent promoteurs demain. Je peux me permettre de compléter ce que tu dis, Jean-Marie. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes tous devenus, j'ai envie de dire, presque des experts produits. On va sur Internet, on tape tel produit et limite, on tombe sur sa description technique, etc. Donc, en fait, l'expertise, je schématise quand même, hein, il y a des produits, effectivement, où on n'aura pas les données sur Internet. Mais nous avons tous cette capacité à aller chercher la technicité du produit sur Internet. Donc, en fait, ce qui va faire la différence et votre singularité, c'est vous, en fait. Ce qui fera que vous serez singulier, ce qui fera que vous serez à part, ce qui fera qu'on vous fera confiance, c'est vous en tant qu'être humain. C'est la relation que vous instaurez avec le client. Et culturellement, en France, on est vraiment sur cette notion d'expertise. Hein. Je vous apprends rien. En France, le diplôme est encore très prégnant, contrairement à d'autres pays hein, où les critères sont un peu différents, mais c'est historique. Hein. Et moi, je dirais même, hein, c'est peut-être, j'ai entendu cette phrase de Julia Dufinès, hein, qui peut être confrontante parfois, hein, mais l'excès d'expertise, pour moi, dans certaines situations, c'est une des raisons de la crise de non-sens. Alors moi, je rebondis sur l'exemple que vous avez donné par rapport à la salle de fitness qui avait créé un groupe privé sur Facebook. Oui. Quel est votre avis par rapport au fait que une force de vente puisse créer un groupe privé avec ses clients, ce qu'on ne peut pas faire sur les réseaux pro comme LinkedIn, via des réseaux perso? Est-ce que ça vous semble opportun? Bah ma réponse c'est pourquoi pas. Tout dépend de l'objectif, que vous y mettez. Mais pourquoi pas? Enfin, moi, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Quelle est votre idée de fond en fait, par exemple? Vous pensez à quoi en particulier? De la barrière entre le pro et le perso. Alors, moi, par exemple, j'ai 2 comptes Facebook. Hein. J'ai un compte Facebook pro et j'ai un compte Facebook perso. Donc, enfin, une page, pardon. Une page ou un compte, c'est un compte. C'est un compte. Donc, ce qui fait qu'en fait, vous ne me trouverez pas sur mon compte perso. Mais par contre, j'ai un compte pro. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il ne faut pas… Moi, c'est ma conviction, mais après, je ne demande pas à ce que tout le monde la partage, mais
je ne pense pas qu'il faille mélanger en fait le perso et le pro. Par contre, rien ne vous empêche, pourquoi pas, de créer dans ce contexte-là une page pro individuelle. Hein, et dans ce cas-là, effectivement, de créer un groupe privé à destination de vos clients privilégiés. D'accord. Ok, très bien. Merci pour les réponses. Avec plaisir. Mathieu Merlin, bonjour. Je ne sais pas si, apparemment, il a un problème de micro, mais Mathieu pose une question. Les domaines techniques ne vont-ils pas, malgré tout, perdre une partie du côté expertise? Ah oui, Mathieu, il travaille chez Moquet Service. Ah oui, tu connais? Oui, c'est le responsable commercial d'une partie technique. Et il a raison. Et quand on parle de soft skills, je nuance. C'est-à-dire que l'impact du soft skill dans des métiers de commerciaux, dans certains métiers, la part de la technique peut rester prégnante. Et notamment, on le voit dans les technico-commerciaux, où là, il y a un enjeu fort. Donc, sa question, rappelle-moi sa question, Emmanuel. Les domaines techniques ne vont-ils pas, malgré tout, perdre une partie du côté expertise? Après, quand on dit les domaines techniques perdent de l'expertise, c'est pas parce que de quoi on parle? Parce que quand on parle d'expertise, c'est lié aussi on le voit très bien dans le commercial, c'est la capacité à différer une réponse. Jusqu'où va le niveau de technicité dans la relation commerciale? Et je pense que c'est une règle du jeu aussi entre le responsable commercial et l'organisation de l'entreprise, le SAV, les techniciens, et de se dire, à un moment donné, l'objectif d'un commercial, c'est quand même d'identifier le besoin de son client. C'est pas de vendre un produit. Et Emmanuel, tu l'as dit aujourd'hui, et souvent il y a une confusion entre vendre un produit et identifier un besoin. Donc si l'objectif c'est d'identifier un besoin, le niveau d'expertise, il y a plusieurs solutions pour l'apporter. Soit c'est le commercial qui monte en expertise parce qu'il a une attirance, une appétence, il a envie, il s'épanouit sur ça. Soit il s'appuie sur un technicien en interne et il répond. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il y a une pression qui, parfois, certains commerciaux se mettent sur apporter la réponse précise technique. Mais c'est très lié, on le voit, Emmanuel, tu me diras si je me contredis, au mode de fonctionnement du commercial. C'est-à-dire qu'on a plusieurs types de commerciaux, je ne vous apprends rien. Hein. On a le jardinier, on a le développeur, on a l'animateur et on a l'expert. Et plus on a une racine expert dans son mode de fonctionnement, en gros, j'ai besoin de maîtriser, j'ai besoin d'expliquer, j'ai besoin d'apporter une réponse, puis plus inconsciemment, je me mets une barre haute sur l'exigence que je dois apporter à mon client. Donc, moi, je dirais à Mathieu, c'est déjà se poser la question sur quelle exigence il se met lui-même sur la question technique qu'il veut apporter à son client. C'est très personnel, ça. Alors, Mathieu répond, parce que je pense que Mathieu a un problème de micro, j'ai l'impression. Ouais. Mathieu? Non? Non, ok. Oui, mais aujourd'hui, certains clients refusent la visite pour une expertise de terrain afin d'apporter de nouvelles solutions aux clients. La question, j'ai envie de dire, c'est pourquoi ils refusent et comment le commercial a-t-il approché le client. J'ai envie de creuser, en fait, Mathieu, on ne se connaît pas, hein, mais j'ai envie de creuser, en fait, l'approche relationnelle du commercial. Je ne remets pas en question, hein. Évidemment, je ne connaissant pas la situation, ni même le commercial ou les commerciaux, ce serait mal vu de ma part de juger, mais ma question, c'est quelle approche le commercial a-t-il vis-à-vis de sa cible et quelle réponse à l'objection éventuelle a-t-il aussi face aux clients. J'ai envie de creuser en fait ça, mais là, c'est compliqué de creuser aujourd'hui. Donc, en effet, c'est ce que disait Jean-Marie, l'idée, c'est de le gros travail qu'on a tous à faire et qu'on… Pas de souci, Mathieu, hein, je lis en même temps les messages. Le gros travail qu'on a à faire, c'est effectivement de nous oublier, nous, en tant qu'experts, produits ou métiers, et d'être pleinement en congruence avec celui ou celle qui est en face de nous. Donc, c'est-à-dire, je m'oublie complètement et je laisse la place à l'autre. Et en fonction de ce que l'autre me renvoie, me dit, ne me dit pas aussi, je dois m'adapter. Donc, peut-être que cela nécessite d'être un peu plus creusé et de voir l'approche qui est mise en place actuellement par ce commercial ou les commerciaux, Mathieu. Je suis désolée, hein, je ne vous vois pas, je n'entends pas, mais je brouille.
Ce que je propose à Mathieu, parce qu'on n'est pas des donneurs de leçons ou des apporteurs de recettes miracles, hein, ça se saurait. Hein. Ouais. Dans ce cas-là, on vous donne un livre et puis vous êtes capable. On n'a surtout pas la prétention de savoir faire ça. Par contre, c'est vrai, je te rejoins Emmanuel, ça mérite un questionnement plus approfondi, personnel. Ce que je propose à Mathieu, c'est, il me connaît, donc c'est qu'il m'appelle sur mon portable et on en discute. Comme vous allez avoir nos numéros à tous les deux, si vous souhaitez échanger sur des sujets plus précis, il n'y a aucun souci. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Est-ce que vous voulez partager vous-même peut-être une problématique, un enjeu, une bonne pratique que vous avez mis en place et qui pourrait être utile pour le groupe, par exemple aussi, ou une problématique ou une question, ou une bonne recette, une astuce? Bien. Juste, et ça donc c'est Charlotte à Amiens. Juste, et ça rejoint complètement ce dont vous parliez en début de webinaire sur la fidélisation. C'est vrai qu'en termes de stratégie commerciale, le réseau est juste, le réseau au sens large, c'est vraiment un outil, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et du coup ça permet de travailler sur les recommandations, etc. Et on est au-delà, moi ça fait quelques années que je fais du commerce et pour moi le commerce c'est vraiment une histoire d'homme, quoi. Donc au-delà des compétences techniques, bien évidemment pour certains produits, pour certains services, les compétences techniques elles sont essentielles, mais c'est effectivement ce relationnel qu'on est en capacité d'instaurer avec son client, et je dirais que l'OPR nous permet d'être encore plus efficace à ce niveau-là en termes de communication. Et voilà, c'était juste pour partager mon expérience et vraiment le relationnel client, le relationnel dans son ensemble, il est pour moi essentiel et c'est une grande partie de la réussite commerciale. Un point sur lequel tu as complètement raison, hein, on en a parlé, hein, la confiance, la relation client, les liens. Il y a cette notion qui est fondamentale, c'est la capacité à inspirer confiance. On parle beaucoup aujourd'hui du renforcement du leadership, que ce soit pour les dirigeants, les managers en cette période de crise. Le leadership, il y a 4 compétences clés, hein, je ne vais pas vous les nommer, je ne vais pas vous faire le prof, mais une des compétences qui est clé dans le leadership, c'est la capacité à inspirer confiance. Parfois, on ne sait pas comment l'expliquer, hein, vous êtes en relation avec quelqu'un et vous dites, lui, je le sens bien et lui, je ne le sens pas. Et le commerce, c'est ça, c'est qu'inconsciemment, le cerveau, il aligne tout. Et quand on parle d'alignement, l'intuition relationnelle, c'est purement rationnel. C'est-à-dire qu'on pense que l'intuition relationnelle, c'est de l'irrationnel, c'est faux, c'est du rationnel. C'est-à-dire que le cerveau a accumulé des expériences qui fait qu'à un moment donné, dans sa vie, hein, il sent ou il ne sent pas. Donc il a accumulé, et ça, cette notion-là, elle est essentielle pour moi dans cette période. Alors, je suis d'accord avec toi, sauf que, encore une fois, par rapport à mes quelques années d'expérience dans le commerce, on peut... moi, très longtemps, il y avait une typologie de clients avec lesquels, quand j'allais les voir, je savais que rien n'en sortirait. Sauf que grâce à l'OPR, alors connu tardivement et peut-être que j'aurais été plus efficace par le passé, mais grâce à l'OPR, en fait, ça me permet de dépasser en fait mon propre cadre et d'être en capacité à comprendre et à bien écouter les besoins de l'autre, quoi. Et inspirer. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce que si tu adoptes un comportement différent et que tu sors de ton cadre, l'image que tu renvoies n'est plus la même. Tout à fait. Et en fait,
Tu t'adaptes à ce dont l'autre a besoin. Voilà. On parle de la même chose. Je voulais peut-être, parce qu'on parle de l'OPR tout à l'heure, et dans le groupe, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est l'OPR. Oui. Merci Bertrand de le souligner en parallèle dans ton message. L'OPR est un outil que nous avons développé chez Vacom qui signifie optimisation du potentiel relationnel et qui permet d'apprendre à mieux se connaître pour mieux comprendre l'influence de son mode de fonctionnement dans son management d'équipe, dans son management de vie, dans ses relations interpersonnelles. Nous avons, c'est un questionnaire qui est basé sur les préférences cérébrales et qui permet de prendre conscience d'autant plus de ses besoins, de ses motivations et de ses domaines de vigilance en matière de relations interpersonnelles. Et cet outil, on l'utilise aussi pour les profils commerciaux, vendeurs, évidemment. Et ça nous permet en fait de mieux comprendre notre profil de commercial ou de vendeur et de l'influence potentiellement, pas négative, mais pas bonne, on va dire ça comme ça, sur celui ou celle qui est en face de moi. Exemple concret, si je suis un commercial, admettons, qui s'appuie sur la technique, qui a besoin de technicité, qui a besoin de concret, qui a besoin d'objectifs précis, de clarté, de choses très contrôlantes, très contrôlées, et que j'ai en face de moi quelqu'un, un client potentiellement, qui a à l'inverse plutôt un besoin de créer du lien, de créer du contact, d'être en confiance avec le commercial, on risque de passer à côté de ce client. Donc cet outil en fait permet de mieux comprendre celui que j'ai en face de moi, de mieux adapter mon discours aussi, de travailler sur moi et donc de créer des liens qui seront plus de confiance, des vrais liens en fait, correspondant à celui qui est en face de moi. Donc Charlotte parle de l'OPR, effectivement, qui est un outil qui nous aide au quotidien, nous, en tant que consultants. On forme d'ailleurs des dirigeants à l'outil, qu'ils puissent l'utiliser avec leurs commerciaux ou avec leurs équipes. On l'utilise dans quasiment toutes nos actions au quotidien parce que c'est vraiment un outil qui permet de prendre mieux conscience de soi. Voilà, je ne sais pas si j'ai… Et pour confirmer ce que tu dis, Manu, en termes de taux de transformation, quand on a cette capacité, quand on a effectivement ce type d'outil à disposition et qu'on a cette capacité vraiment à s'adapter aux besoins de l'autre, en termes de taux de transformation, on fait un vrai bond en avant. Alors, une précision sur l'utilisation qu'on fait de son profil naturel, parce que c'est vrai que l'OPR, moi demain j'ai une classe de négociateurs chargés d'affaires où je donne des cours, ils ont tous passé l'OPR, ils sont en Bac+3, ils sont 26 et donc on accompagne individuellement les cours de management commercial avec leur profil et on fait un focus aussi sur l'utilisation quand on est bien, parce que l'OPR finalement ça traduit un mode de fonctionnement et les comportements positifs qu'on adopte dans la relation commerciale. Il y a des leviers qui sont indispensables pour l'utiliser de façon positive. C'est l'optimisme, la confiance en soi et l'estime de soi qu'on a. Et donc, en fonction de son niveau de confiance et d'estime de soi et d'optimisme, l'utilisation va être différente. Donc, pour utiliser vraiment de façon la plus efficiente possible l'OPR, c'est aussi se poser des questions de quel degré d'optimisme j'ai, quel degré d'estime de soi j'ai et de quel degré de confiance en soi j'ai. Parce que finalement, l'image qu'on renvoie chez un client, si on est bien dans sa peau, elle va être très bonne. Par contre, si on est en situation, il y a un des critères qu'on utilise beaucoup dans les jurys, dans les écoles de commerce, c'est la stabilité émotionnelle, la réponse aux objections. Et pour répondre de façon stable et calme à des objections, il faut être bien dans sa peau. Donc, à un moment donné, il y a l'OPR et aussi comment je l'utilise en fonction de où est-ce que j'en suis par rapport à ces 3 critères que je vous ai donnés. Parce qu'en fonction de l'évolution de ce qu'on vit, l'utilisation qu'on fait de son profil est très différente. Voilà. C'est un complément que je veux donner, mais ces 3 clés pour la stabilité émotionnelle en relation commerciale et la gestion des objections, elle est fondamentale. Oui, je vous entends plus. Alors, moi, je suis toujours là, Jean-Marie. Ah. Pas de souci. Non. Non, c'était pour la réponse à Charlotte sur l'OPR.
l'utilisation optimum de l'OPR. C'est l'optimisme, la confiance en soi et l'estime de soi. Mais tu as raison, Charlotte, hein, plus on apprend à se connaître soi aussi, mieux on connaît les autres. Ouais, c'est ça. Et c'est ça la clé, hein, pour moi, d'une bonne relation humaine déjà simple. Tu vois, la relation commerciale, excuse-moi Charlotte, le commercial caricaturé d'il y a quelques années, c'est fini. Hein, voilà, c'est une grave erreur, mais on n'en est plus là aujourd'hui. Donc, mais c'est vrai que ce mode de fonctionnement, le fait d'être attentif à l'autre permet et de se dire qu'on est en capacité de travailler avec des gens, avec des personnes auxquelles on n'aurait pas pensé, ça permet de lever des barrières. Et encore une fois, avec comme objectif l'efficacité et la performance. Alors, on a dépassé largement en fait le temps sur lequel on s'était engagé, mais c'est toujours très sympathique d'échanger. Peut-être que certains ont des obligations aussi de leur côté. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question à nous poser avant que l'on se quitte ? Ok, merci Bénédicte. Donc, si vous avez besoin d'échanger avec Jean-Marie ou avec moi, n'hésitez pas. Vous avez nos téléphones portables qui s'affichent, nos adresses mail. Ce sera un plaisir de pouvoir continuer cette conversation. Merci d'avoir participé activement à ce webinaire à travers vos questions. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie que l'on continue ou sur d'autres thématiques, à nous envoyer vos thématiques sur lesquelles vous auriez envie qu'on intervienne. Ce serait un plaisir. Jean-Marie, tu veux compléter ? Non, c'est un plaisir d'échanger sur ces thématiques et je pense qu'il y a besoin entre dirigeants, managers et commerciaux d'échanger en toute transparence sur nos problèmes. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien et je pense qu'il faut avoir aussi l'intégrité, l'authenticité d'en parler entre nous. Et moi, je pense que c'est important de partager dans ces moments sur nos préoccupations, sur nos questions et l'effet miroir est toujours utile et intéressant. On n'apporte pas des recettes miracles, mais au moins ça nous confronte, ça nous fait poser les bonnes questions, ça nous donne du recul et je pense que c'est un moment opportun pour le faire, pour réajuster, mais pas tout remettre en cause. Parce que moi, je vois parfois des entreprises qui, sous le coup d'émotion, se disent il faut que je change ça. Et puis parfois, il faut adopter aussi une slow attitude et de se dire patience, il y a peut-être urgence à attendre un peu. Voilà, donc je pense que l'échange, il est vraiment important dans ces moments-là. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci à vous. On se dit à bientôt peut-être. Et puis au plaisir et bon développement commercial à toutes et à tous. Merci.